lendemain du déplacement présidentiel à Mulhouse dans le Haut-Rhin pour un discours prétendument censé lutter contre le séparatisme islamiste, les réactions sont sceptiques. Le projet n'a rien de nouveau et s'engouffre toujours dans une logique d'assimilation déjà à bout de souffle. Alors que la CGT bat en retraite dans le cadre de la conférence de financement organisée par le gouvernement, le climat politique continue de se crisper et cela jusque dans l'hémicycle. L'hypothèse d'un retour des mobilisations semble d'ailleurs toujours planer au-dessus des palais dorés de la République en marche. Moins d'un mois après la sortie officielle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le gouvernement britannique a dévoilé son nouveau système d'immigration. En durcissant les règles d'attribution de visa, Boris Johnson espère limiter le nombre de ressortissants étrangers arrivant dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Sans surprise, Macron ne va pas recoller les morceaux. Au lendemain de son discours de lutte contre le séparatisme islamiste, le président de la République peine à convaincre. Ses propositions s'affichent en cautère sur une jambe de bois. C'est un cliché qui fait office de résumé. Publié par Valeurs Actuelles, il illustre à la perfection l'action d'Emmanuel Macron dans sa lutte contre le séparatisme. Telle une photographie de la situation inextricable de laquelle les dirigeants français semblent successivement incapables de se sortir. En effet, alors que le chef de l'État se pare de grands discours pour lutter contre le communautarisme et ses stigmates, il côtoie, à quelques mètres sans y prendre garde, une femme intégralement voilée en violation de la loi française. Après l'opération lexicale visant à abandonner le terme sans doute jugé trop léger de communautarisme, le président de la République ne semble pas plus apte que ses prédécesseurs à endiguer l'affrontement des communautés sur le sol français. À grand renfort d'anaphore du mot « République », lui, président, n'a fait que prendre acte d'une situation constatée par de bien nombreuses personnalités, à l'instar de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb à son départ de la place Beauvau. En réalité, face au séparatisme, cette République gouverne mal et ne se défend pas mieux. En guise d'exemple, le député européen du Rassemblement national Nicolas Bay rappelait que sur les 100 mosquées radicales recensées, seulement 7 avaient été fermées. À ce titre, on comprend également que la décision souhaitant mettre fin au financement des mosquées par des puissances étrangères a encore de beaux jours devant lui. Emmanuel Macron a fait en sorte de bien distinguer ses cibles de la communauté musulmane dans son intégralité. Pour autant, c'était bien de la gestion de l'islam en France dont il a été question pendant plus d'une heure. Point d'orgue affiché parmi les propositions, la fin des imams détachés, envoyés par d'autres pays dont la Turquie, le Maroc et l'Algérie. Si ces derniers posent le problème de ne pas toujours maîtriser la langue française, considérer que ces 300 imams sont le nœud gordien de la question du communautarisme islamiste peut prêter à sourire. En effet, ces derniers ne sont pas forcément les plus radicaux. À croire que les têtes pensantes du gouvernement n'ont pas observé les profils des terroristes islamistes de ces dernières années. La plupart avaient effectivement des papiers français et certains étaient même quelquefois des convertis de fraîche date. Autre annonce, la suppression des ELCO, des enseignants de langue étrangère désignés par le gouvernement d'autres pays et qui par définition ne sont pas soumis au contrôle de l'éducation nationale, à l'instar du programme dispensé. Une aberration à laquelle il était certes temps de mettre un terme, à plus forte raison que l'on comprend mal comment un enfant d'origine étrangère s'intégrera plus facilement en France en apprenant la langue de son pays d'origine, alors même que beaucoup la pratiquent à la maison puisque certains parents ne parlent pas non plus le français. Pour autant, le dispositif sera remplacé par le même principe après accord avec les autres pays, avec des enseignants dépendant de l'éducation nationale qui devront parler notre langue. Pour l'heure, la Turquie n'a pas souhaité se plier à la règle. Sans surprise, ces nouveaux vœux pieux à l'aube des élections municipales semblent bien maigres face au problème. Et au vu des réactions, plus personne ne semble croire en l'application de solutions viables pour mettre un terme au communautarisme. L'évacuation du régalien, désormais symptomatique du quinquennat d'Emmanuel Macron, ne fait que renforcer le sentiment que le séparatisme a de beaux jours devant lui. Et la CGT quitte la conférence de financement de la réforme des retraites. Un député de Jean-Luc Mélenchon qui s'agace contre des députés de la majorité. Si les grèves ont largement marqué le pas, le climat social reste hostile au gouvernement et laisse craindre un retour de flamme. Olivier Frère-Jacques. La discorde permanente, le quinquennat d'Emmanuel Macron semble être entré depuis 2 mois dans une nouvelle phase, cristallisant les colères de la gauche contestataire après s'être attiré les foudres de la France du quotidien, un temps symbolisé par les gilets jaunes. Le retour des syndicats et de la gauche a lui été rendu possible avec la fameuse réforme des retraites. Et si les grèves ont pris fin, usure du temps oblige, les syndicats demeurent extrêmement remontés, comme en témoigne le retrait de la CGT de la conférence de financement organisée
par le gouvernement à la demande de la CFDT. Un retrait qui paraît cohérent pour la centrale qui n'entend pas discuter à la marge sur la réforme puisqu'elle a toujours exigé le retrait pur et simple du projet. C'est donc un retrait logique, mais aussi un retrait qui laisse penser que la CGT voudra relancer la grève. La conférence de financement, elle, se poursuivra et la CFDT devrait un peu plus y faire valoir ses revendications. D'autres structures, comme la CFTC, pourraient aussi en profiter pour faire passer leur message. La CGT et les autres syndicats opposés à la réforme, FO, FSU et Solidaires, mais aussi les groupuscules étudiants d'extrême gauche, se réuniront dans une conférence de financement alternative jeudi. Une sorte de contre-sommet qui, pour le coup, a tout de la mauvaise idée et devrait profiter à un entre-soi de la gauche faisant fi des oppositions pourtant très diverses à la réforme. Le gouvernement peut donc craindre un retour de la mobilisation, même s'il est toujours très compliqué de réchauffer une lutte sans un événement nouveau permettant de raviver la colère. Parallèlement, le dossier des retraites a fait son entrée au Palais Bourbon et là encore, les échanges ont été tendus à l'image du député de la France Insoumise, Alexis Corbière, qui a rappelé à la majorité ce qu'est la représentation nationale, soit une notion à des années-lumière de la politique managériale vantée par LREM et le président. Les députés de la majorité doivent entendre cela. Nous ne sommes pas des associés dirigeant la Start-up France avec vous. Nous ne voulons pas nous mettre au travail avec vous. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif n'est pas tel que vous le faites parfois dans certains conseils d'administration peut-être, de retrousser les manches et de dire allez au boulot. Ça n'est pas ça. Nous sommes membres de la représentation nationale et nous sommes en radical désaccord avec le projet de loi que vous proposez. Nous pensons même d'ailleurs que vous êtes illégitime, que vous n'avez pas été élu pour cela, que cela n'était pas dans votre programme. Jamais, jamais dans votre programme. Et que vous êtes même de ce point de vue-là des gens qui viciaient la démocratie parlementaire en imposant aux Français un projet que vous n'avez jamais présenté. Dès lors, comment dénouer cette contradiction? Comment dénouer cette contradiction? En faisant une chose que tout républicain doit faire, reconvoquer le peuple français par un référendum. Voilà ce que nous vous demandons. Vous êtes des gens brutaux, violents, qui méprisaient la République. Oui, et nous ne vous laisserons pas faire. Un discours plein d'angélisme républicain, mais qui a le mérite de ramener un peu les élus de la majorité à leur place. La demande de référendum, déjà formulée plus tôt par les communistes, fait son chemin à gauche, mais restera au niveau du slogan, le gouvernement n'ayant aucun intérêt à passer par voie référendaire pour cette réforme pas franchement populaire. Le rapport de force pourrait une nouvelle fois se reporter dans la rue avec de nouvelles manifestations et la volonté de l'intersyndicale de relancer la grève. Difficile cependant d'imaginer une issue victorieuse pour les forces syndicales de contestation dans un tel bras de fer. La Grande-Bretagne recherche des cerveaux. Mercredi, le gouvernement britannique a dévoilé le nouveau système d'immigration à points qui sera utilisé dans le Royaume-Uni post-Brexit. Le but, fermer le robinet de la main-d'œuvre étrangère peu qualifiée. Le point avec Thibaut Bastide. Privilégier les brillants cerveaux au détriment des travailleurs peu qualifiés. Voilà la volonté du gouvernement britannique. Ce mercredi, l'équipe du Premier ministre, Boris Johnson, a dévoilé le nouveau système d'immigration à points qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2021, soit à l'issue de la période de transition du Brexit. Moins d'un mois après le divorce officiel avec l'Union européenne, le gouvernement britannique s'apprête donc à tenir cette promesse, imposant de stricts critères aux immigrants. En effet, le gouvernement britannique a indiqué qu'il allait dorénavant privilégier l'immigration de travailleurs qualifiés en durcissant les conditions d'attribution de visa. Ainsi, pour obtenir le précieux sésame, il faudra présenter des compétences spécifiques, parler anglais et avoir déjà une proposition d'emploi avec un salaire minimum annuel de 25 600 livres, soit 30 820 €. En revanche, le niveau de diplôme requis a été abaissé d'une licence à l'équivalent du baccalauréat pour permettre une plus grande flexibilité. Dans le détail, la proposition du gouvernement exige que chaque travailleur étranger accumule 70 points pour pouvoir être candidat, ainsi que d'ajouter un certain nombre de points pour chaque qualification ou compétence. Le nouveau système octroie un maximum de 20 points aux candidats à la migration qui gagnent au moins 25 600 livres. 20 autres points iront à ceux qui feront preuve de compétences appropriées et 20 points de plus pour ceux qui parlent l'anglais à un niveau requis. Dans un communiqué envoyé mardi soir, le ministre de l'Intérieur, Priti Patel,
Bruxelles a salué un moment historique qui met fin à la libre circulation. Car au-delà de la volonté de durcir la réglementation d'attribution des visas, le gouvernement britannique souhaite avant tout diminuer le nombre de ressortissants étrangers arrivant dans le pays. En effet, par cette démarche, le ministère estime se conformer au message clair envoyé par le peuple britannique lors du référendum de 2016 sur le Brexit et des élections législatives de décembre dernier. Le contrôle de l'immigration ayant été un des principaux sujets lors des campagnes de ces deux scrutins. D'ailleurs, cette mesure ne plaît évidemment pas à l'opposition libérale démocrate et travailliste qui estime que ces restrictions en matière d'immigration pourraient nuire aux services publics. Ces services se reposent essentiellement sur des travailleurs étrangers parfois peu rémunérés. Pour pallier ce problème, le gouvernement entend attribuer des points aux candidats à l'immigration travaillant dans des secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre en Grande-Bretagne, alors que le ministère de l'Intérieur estime que 70% de la main-d'œuvre actuelle, peu qualifiée, ne répondrait pas aux nouvelles exigences. Le plan britannique pour cette fameuse immigration choisie néglige par ailleurs complètement une donnée, celle de sa natalité propre. En effet, en misant sur l'étranger plus que sur le natif, le pays changera à moyen terme de visage. Vanté pour son indépendance d'esprit pour avoir mené à bien le retour à la pleine autonomie avec le Brexit, la Grande-Bretagne, conservatrice, change en profondeur progressivement. Le nouveau système d'immigration ne fera que confirmer cette tendance. Et on continue avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Griveaux. Rachida Dati, candidate Les Républicains à la mairie de Paris, désormais en tête des sondages. Avec 25% des intentions de vote, l'actuelle maire du 7e arrondissement de la capitale a gagné 5 points. Suffisamment pour dépasser Anne Hidalgo qui stagne quant à elle toujours à 23%. Agnès Buzyn ne récupère qu'un point par rapport à son prédécesseur Benjamin Griveaux pour se hisser à 17%. La plus grosse chute est à remarquer du côté de Cédric Villani. L'exclu de La République En Marche ne recueille que 7% du sondage Odoxa, soit aussi bas que la France insoumise de Daniel Simonet. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, David Béliard ne perd qu'un demi-point pour arriver à 14%. Un score qui lui confère toujours le rôle d'arbitre des élégances. Pour l'heure, une alliance avec la liste d'Anne Hidalgo entre les deux tours semble toujours au programme, ce qui assurerait Anne Hidalgo de la victoire. Des plantations de tomates contaminées dans le Finistère, lundi après des analyses de l'Agence de sécurité sanitaire sur des plants de tomates. Le ministère de l'Agriculture a confirmé la contamination des fruits par le virus TOBRFV. Les plants proviendraient du Royaume-Uni mais seraient issus de semences produites aux Pays-Bas. Toujours d'après le ministère, 3 autres exploitations ayant la même provenance font l'objet de prélèvements dans le cadre d'une enquête de traçabilité. Afin de préserver les autres serres, les sites suspectés ont été isolés. Le virus serait inoffensif pour l'homme mais ferait perdre toutes ses qualités gustatives à la tomate en raison d'une rupture de sa maturation venant altérer la qualité de sa chair et la rendant impropre à la commercialisation, faisant ainsi craindre un risque économique sur les exploitations. Le Conseil d'État défend le port de la barbe. Ce mercredi, l'institution publique a donné raison à un jeune chirurgien dont le stage avait été résilié pour avoir refusé de tailler sa barbe. En 2014, la convention de stage du jeune médecin, accueilli pour 6 mois comme praticien stagiaire associé, un statut spécifique aux diplômés n'ayant pas effectué leur formation universitaire en France, a été résilié après que ce dernier a refusé de se raser la barbe. Pour justifier sa décision, le directeur du CHU de Saint-Denis a également évoqué une maîtrise insuffisante de la langue française. Après avoir saisi le tribunal administratif de Montreuil et la cour administrative de Versailles en appel, c'est finalement le Conseil d'État qui lui a donné raison, estimant que la barbe volumineuse ne faisait pas obstacle au principe de laïcité. Le CHU de Saint-Denis a ainsi été sommé de verser 3 000 € à son ancien stagiaire. Feu vert à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Le gouvernement a signé le décret confirmant l'arrêt total et définitif des réacteurs de la plus ancienne centrale nucléaire de France. Après des années de débats, le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim sera mis à l'arrêt samedi prochain et le second devrait l'être le 30 juin prochain. Mise en service en 1977, la centrale de Fessenheim est un vieux serpent de mer de la vie politique en France. En 2011, François Hollande, alors en campagne pour l'élection présidentielle, avait déjà promis sa fermeture. Après l'annonce donc de la fermeture définitive, certains élus ont pointé du doigt la suppression de plus de 2000 emplois directs ou indirects et l'impact sur les commerces ou l'immobilier.
L'épidémie de coronavirus continue ses ravages. En Chine, le cap des 2000 morts a été franchi cette nuit, tandis que l'on recense plus de 74 185 personnes atteintes dans l'Empire du Milieu et plus d'1 millier d'autres dans le monde. Au Japon, seul autre pays où le coronavirus a atteint le stade épidémique, c'est la fin de la période de quarantaine du Diamond Princess. Environ 500 passagers sains ont débarqué mercredi, mais plusieurs spécialistes s'interrogent sur cette décision. Parmi ceux-ci, Kantaro Iwata est monté à bord et a trouvé une situation inquiétante sur le paquebot. Il a déclaré que le navire était totalement inapproprié pour placer des malades en quarantaine, en expliquant qu'il lui était impossible de savoir où l'on pouvait attraper le virus. Des propos qui ne sont pas loin de provoquer une véritable crise politique au Japon. Rappelons par ailleurs que seules 2400 personnes ont pu subir un test de dépistage à ce jour sur les 3700 passagers. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Gabrielle Cluzel est rédactrice en chef du site d'information Boulevard Voltaire. Dans son nouvel essai Enraciné, elle décrit la destruction du mode de vie à la française, remplacé par ce qu'elle appelle la fabrique des ports. Alors moi je crois plutôt, c'est vrai, à son tropisme de reconstruction, elle est là pour construire, c'est une bâtisseuse de cathédrale, on l'a vu à Notre-Dame, hein, je pense que l'émotion qu'a suscité l'incendie de Notre-Dame, c'est ce réveil de l'enracinement dans le cœur de chacun, son cœur de bâtisseur de cathédrale. Eh bien je vois qu'il y a des chantiers, moi j'en vois plusieurs, je sais pas, il y a le Puy du Fou, qui est un outil culturel de réenracinement, mais il y en a d'autres, il y en a des très modestes, je pense à un petit village de l'Aveyron qui s'appelle Flagnac, qui s'appelle Hier mon village, qui promeut le mode de vie paysan d'autrefois. Ce soir, retrouvez également Perles de culture. Anne Brassier reçoit le journaliste Arnaud Menu pour son ouvrage d'entretien avec Roger Olindre, puis le blogueur Pierre Lours pour évoquer le pouvoir de la manipulation de la publicité. Tout de suite, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot de Leclerc. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. S'il existe un consensus entre tous les économistes sérieux, mais ils sont peu nombreux, avouons-le, un krach majeur se profile à l'horizon. Non, je ne parle pas du célébrissime et majestueux krach des chevaliers, construit au Moyen-Orient pendant l'héroïque épopée des croisades pour protéger les royaumes chrétiens qui s'y étaient constitués. Ce krach-là, d'ailleurs, construit il y a presque 1000 ans, a résisté à toutes les épreuves des guerres et du temps et offre encore des restes splendides. Non, je ne parle pas du krach des chevaliers, mais du krach financier qui se profile, qui, lui, ne va rien protéger du tout, mais qui, au contraire, risque de beaucoup détruire sur son passage. Revenons rapidement sur le consensus des économistes sérieux sur le krach à venir. D'un bout à l'autre de la planète, les clignotants virent au rouge. Cela craque vraiment de partout. De la bourse chinoise fort mal en point, à la production industrielle allemande en forte chute, de la croissance chinoise en forte baisse, à la dette publique vertigineuse de la plupart des pays occidentaux, de la contraction des échanges commerciaux mondiaux, à la folie spéculative d'investisseurs inconscients, de la crise généralisée des budgets sociaux à l'accroissement général de la pauvreté, n'en jetez plus, la coupe est pleine, les conditions sont réunies comme jamais pour qu'un krach majeur s'abatte avec férocité sur les économies mondiales. D'ailleurs, la plupart des organismes internationaux l'admettent à mots couverts, de plus en plus découverts. Finalement, la seule question qui se pose est la suivante. Quand le krach va-t-il s'abattre sur le monde comme les mouches s'abattent sur un fromage odoriférant ?
Il semble maintenant à peu près sûr que l'élément déclencheur ne viendra pas du système économico-financier de la planète. Ce système aurait trop à perdre d'un tel événement et va donc tout mettre en œuvre pour différer le krach. Ainsi, les banques centrales européennes et américaines vont continuer à injecter tous les mois des dizaines de milliards d'euros ou de dollars de fausse monnaie, ce qui permettra de continuer de repousser l'inéluctable catastrophe. Cela dit, Christine Lagarde, la responsable de la BCE, et ses homologues mondiaux, qui ont pour seul objectif de pousser toujours plus loin l'heure de vérité, ne peuvent tout maîtriser, car ils ne sont pas encore des dieux omnipuissants, même s'ils pensent le contraire. Ainsi, la tempête qui s'annonce viendra d'un fait ou d'une conjonction de faits que ces dieux en culotte courte n'auront pas vu venir ou ne pourront maîtriser. Un exemple concret. L'actuelle épidémie chinoise peut être un déclencheur, comme peut l'être par exemple une attaque américaine sur l'Iran, une panique contagieuse sur la dette publique d'un seul État, une attaque destructrice sur les puits de pétrole saoudiens et que sais-je encore. Quoi qu'il en soit, les économies et les finances du monde actuel ont atteint un tel degré de risque que le krach se produira inexorablement. Il n'y a plus qu'à attendre patiemment, hélas, son élément déclencheur. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.